Bonjour et bienvenue au WebTech SCS euh, pour 1 heure environ autour de la microélectronique avec ARM, notamment sur l'innovation et les opportunités pour les startups de la microélectronique. On va attendre quelques secondes que les participants se connectent. Est-ce que je partage mon écran? Je crois pas, non. Non. Voilà, bonjour et bienvenue au WebTech SCS autour de la microélectronique. Merci de votre patience pendant quelques secondes, le temps que les participants se connectent. Bon, on va démarrer si vous le voulez bien. Alors, bienvenue au WebTech SCS, le premier de l'année 2022. On va poursuivre cette année avec une dizaine de WebTech sur le même concept, je dirais démocratiser, vous acculturer, vous sensibiliser sur des technologies innovantes et prometteuses qui sont parfois complexes à appréhender par leurs principes, parfois complexes également à implémenter. Et l'objectif, donc, c'est de solliciter, d'inviter des experts de l'écosystème SCS, des spécialistes du domaine, des spécialistes de la technologie en question, qui vont, avec leur regard croisé, ils peuvent être académiques, ils peuvent être CEO de start-up, ils peuvent être des cadres, des exécutifs de grands groupes ou bien des investisseurs qui vont pouvoir donc vous apporter de l'information et vous aider justement à appréhender ces technologies et pourquoi pas les intégrer dans votre roadmap, dans vos produits, dans vos services. Alors, petit rappel, je pense que vous voyez ma slide sur les aspects un peu logistiques. Vous êtes invité à poser des questions par écrit. Vos caméras et vos micros sont coupés, mais vous avez tout à fait la possibilité d'écrire vos questions dans le module questions que vous devriez voir dans votre menu gris GoToWebinar. Elles seront posées à la fin des interventions. Et puis cette session est enregistrée, elle sera disponible en replay dans quelques jours sur le site du pôle SCS sur la page, si ma mémoire est bonne, vidéo. Je pourrais vous la montrer peut-être tout à l'heure si j'ai un accès Internet convenable. Alors aujourd'hui, au programme d'aujourd'hui, on va d'abord donner un petit peu d'actualité autour de la microélectronique, de cette filière des semi-conducteurs qui est bouleversée avec bien sûr la pandémie, mais pas que. Avec premièrement une publication qu'a publié SCS en fin 2021 sur la production électronique et microélectronique en région. L'objectif, c'était un peu de contribuer, je dirais, à la réflexion nationale, mais aussi européenne, sur la stratégie de relocalisation, d'industrialisation des territoires, d'identifier quels grands groupes d'envergure internationale étaient implantés sur nos territoires et de savoir en quoi notre écosystème pouvait être fort, peut-être moins fort, et pourquoi pas vecteur de dynamisme. Et pourquoi pas aussi contribuer à identifier les différents financements européens, nationaux ou régionaux pouvant contribuer à cet essor de l'écosystème microélectronique et électronique. Et si on pouvait également contribuer à des actions pour le bon développement de cette filière. Donc, on va vous restituer très, très succinctement ce rapport, ce livre blanc qui est disponible en téléchargement sur le site du pôle SCS. Voilà, si j'y pense, je vais vous montrer tout à l'heure exactement où vous pouvez le télécharger pour faciliter voilà, votre téléchargement. Ensuite, on va également vous faire un petit rappel sur deux publications récentes également qui sont au même endroit d'ailleurs, que vous
pouvez télécharger au même endroit, qui sont plus autour de l'IA et autour de la sécurité numérique, mais qui ont un rapport, hein, bien sûr, avec la microélectronique. Hein. Vous pouvez bien sûr intégrer des technologies cyber, mais aussi IA, voilà, dans des produits autour de la microélectronique. Donc, on va faire un petit rappel également sur ces publications. Et puis, on va faire un focus sur 2 membres SCS. Le premier, qui est Centiloc, qui est justement lauréat, hein, justement de cette générosité, je dirais, offerte par l'Europe et l'État sur le secteur de l'électronique et de la microélectronique, avec un plan de relance et un appel à projet gagné par Centiloc, qui va investir justement dans une nouvelle usine de production dans la région. Donc, ce sera l'occasion d'illustrer en quoi ce plan de relance et ces projets gagnés en région vont permettre de créer des emplois et vont permettre de booster l'innovation à destination de marchés, notamment autour du retail et de l'industrie pour Centiloc. Et puis une opportunité avec ICREP, qui est un membre SCS également, qui est distributeur de mémoire, pouvant également contribuer, je dirais à la création de nouveaux produits et de nouveaux services avec ARM. Hein, ARM, donc, qui est le speaker principal de ce WebTech, qui présentera sa méthodologie et une opportunité pour booster l'innovation également des startups du semi-conducteur, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle, du véhicule autonome et de l'IoT. Certains peuvent voir l'opportunité de créer une nouvelle puce avec ce marché des semi-conducteurs qui devrait atteindre un record cette année. La méthodologie et l'opportunité offerte par ARM, avec un accès gratuit pour une partie de sa propriété intellectuelle, peut être une bonne opportunité de développement pour les startups éligibles. Donc, on verra ça avec ARM dans un deuxième temps. Voilà, encore une fois, vous pouvez poser vos questions aux différents intervenants que je vais vous présenter dans un instant. Je rappelle juste, pour ceux qui nous rejoignent, qui ne sont pas de l'écosystème SCS, que nous sommes en plein dans les axes stratégiques de SCS, hein, 4 axes stratégiques qui constituent, je dirais, l'ADN et l'expertise de l'écosystème SCS, microélectronique, sécurité numérique, IoT et IA et Big Data. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de microélectronique, électronique et d'IoT, et les marchés cibles qui sont au nombre de 5. Et aujourd'hui, on va parler beaucoup de industrie 4.0, logistique, transport et également retail. Voilà, alors nos experts que j'invite à ouvrir leur caméra d'ailleurs, si vous le voulez bien. Donc, on a Dia Soubra qui est directeur du Segment Strategy chez ARM. On a Blaise Esch qui est Field Application Engineer, donc directeur des Field Application Engineer chez ARM également. Vous pouvez ouvrir vos caméras, je ne sais pas si on les voit. Oui, ok, super. Et Romain Palmade, donc CEO de Centiloc. Et puis Philippe Marie, donc de l'ICREP. Alors, je ne sais plus votre responsabilité chez ICREP. Philippe Marie, peut-être que vous pouvez me la rappeler, parce que je ne l'ai pas écrit. Je suis le responsable de la société et le nom de l'entreprise, on dit plutôt ICREP. Il y en a, Ah, pardon, oui, c'est vrai, c'est moi que j'ai dit en plus. IC Counting Heritage Secret. Et Okay, le mot REP. Okay, Pas de souci. Désolée pour ce. Pas de souci. Ouais. Alors, petit juste focus sur les quelques projets, je vous disais, un lauréat du plan de relance, notamment sur le volet électronique en région PACA. Donc, ACS en a accompagné 14, labellisé 14, avec un montant total des investissements de 130 millions d'euros. Beaucoup, hein, vous le voyez, au niveau national, ont été lauréats du volet électronique. Et justement, vous voyez ici quelques lauréats, membres de l'écosystème SCS et lauréats de ce plan de relance qui vont contribuer justement au dynamisme de la production électronique et microélectronique en région PACA, et dont certains ont été interviewés lors d'une étude et d'un rapport que l'on a coécrit avec des partenaires sur justement quel était l'état de l'art, hein, de la production électronique et la production microélectronique en région PACA, quelles étaient les pépites académiques, hein, quels étaient encore une fois les grands groupes d'envergure internationale pouvant contribuer à ce dynamisme, quelles étaient les startups également, bien sûr, un fort potentiel comme Centiloc, qui pouvaient contribuer à booster cette production microélectronique et électronique, et puis également quels étaient les critères
On verra tout à l'heure, dans cette slide juste après, quels étaient les critères importants pour les acteurs de l'électronique pour relocaliser en région et quels étaient les freins, les obstacles aussi, bien sûr, pour que des actions puissent être mises en place afin voilà, d'attirer la production ici en région. Aussi, petite autre publication qui peuvent vous intéresser, puisque c'est centré sur la microélectronique. C'est une nouvelle note de synthèse trimestrielle. On en a publié 3 en 2021, si ma mémoire est bonne, et la numéro 2 donc, concerne la microélectronique. Un focus a été fait sur la microélectronique. C'est un observatoire du numérique en région sud qui est fait avec le cabinet Inextenso et qui est également disponible en téléchargement sur notre site web et qui est vraiment intéressant. Donc, je vous invite également à le télécharger pour que vous puissiez avoir voilà, je dirais une macro-view de la filière avec un focus, je vous dis, sur la filière microélectronique, donc qui devrait intéresser bon nombre de participants. Et puis, je vous le disais, des publications récentes récentes, c'est en décembre, donc c'est vraiment tout frais. Peut-être que vous n'avez pas eu l'information, donc je vous le dis. Une cartographie très détaillée sur les différents laboratoires, les différentes équipes de recherche compétentes en intelligence artificielle, mais aussi en sécurité numérique et cybersécurité. Si vous êtes une PME, si vous êtes une start-up, pourquoi pas si vous êtes un grand groupe également, et vous souhaitez collaborer avec une équipe de recherche spécialiste de ces domaines, ben c'est le moment. Vous avez de mémoire 42 équipes de recherche en IA en région PACA, donc c'est énorme, qui sont voilà, experts du sujet et enclins à travailler avec les industriels sous différents modes de collaboration. Donc c'est un moyen effectivement d'avoir une bonne vue de qui fait quoi en région sud. Et également en cybersécurité avec de mémoire 8 équipes de recherche, donc un peu moins, mais néanmoins on a des spécialistes, notamment dans le 06 du côté de Sophie Antipolis et de Nice sur ce sujet. Et donc, je vous invite à consulter ces documents. Voilà, alors je le disais tout à l'heure, la production électronique en région sud a fait l'objet d'un livre blanc issu donc d'un travail avec des CEO de start-up, des cadres de grands groupes, des investisseurs et également des directeurs d'équipes de recherche sur la production électronique en région. Et donc, c'est un rapport sur voilà, les forces, les faiblesses de la région, qui a été restitué si vous avez participé à une conférence en microélectronique qui s'appelait Micro Innovation Day 2 en octobre 2021. Et qui fait l'état de l'art sur les différents moyens, les différents partenaires de production à l'étranger, alors principalement effectivement en Asie, et les différents critères qui peuvent influencer sur la compétitivité, pourquoi certains ont décidé de localiser leur production en Asie, pourquoi certains voilà, certains souhaitent se rapprocher de leurs moyens de production, d'autres souhaitent se rapprocher de leurs clients, d'autres souhaitent se rapprocher également de leurs sous-traitants qualifiés. Voilà. Après, il y a aussi ce critère du prix de la main-d'œuvre qui a été très peu cité, mais qui a également été cité pour justifier de la localisation en Asie. Et puis des obstacles identifiés. Plusieurs obstacles ont été identifiés. Voilà les 3 principaux que vous pourrez lire dans ce rapport sur la complexité administrative, voilà en France notamment. Voilà peut-être la faible compétitivité de la production en région sud et au niveau national. Et puis le nerf de la guerre, effectivement, le manque de compétences techniques ou technologiques. Effectivement, les spécialistes, jeunes diplômés par exemple, experts du sujet, qui ne sont pas forcément assez nombreux ou assez compétents ou assez disponibles pour rejoindre voilà, une usine de production en région. Ça a été également un argument souligné et c'est d'ailleurs l'objet d'un travail profond que SCS entreprend pour 2022 avec un volet recrutement de spécialistes et d'experts en microélectronique notamment pour que voilà, rapprocher, je dirais, ces jeunes diplômés mais également ces experts qui peuvent se former en continu pour justement répondre aux demandes des entreprises qui recrutent dans la région. Voilà. Donc le tissu industriel régional
a été jugé faible, hein, comme vous pouvez le lire, par les 30 personnes interviewées. Mais par contre, une forte volonté de se coordonner, et SCS va y contribuer bien sûr, et un fort désir également d'améliorer son attractivité, et puis des feux verts concernant l'avenir. Donc ça, c'est une bonne chose. Hein, ces 30 personnes ont estimé que l'avenir était plutôt prometteur pour l'écosystème microélectronique et électronique. Donc on peut espérer de bonnes choses dans les mois et dans les années à venir. Voilà, je vais donner la parole à Romain Palmade, donc CEO de Sentiloc, qui est lauréat, hein, du plan de relance soutien à l'investissement dans les secteurs stratégiques et sur le volet électronique, avec le projet donc New PCB. Si tu veux en dire quelques mots, Romain. Oui, bien sûr. Je vais déjà rapidement présenter Sentiloc. Oui. Donc Sentiloc, c'est une start-up qui a maintenant 2 ans. On est une quinzaine de personnes basées à Meyreuil. Et donc, on développe des capteurs IoT pour l'inventaire automatique. Ces capteurs brevetés sont donc très innovants puisqu'ils permettent de géolocaliser des produits et de faire un inventaire au centimètre près. Donc, c'est dans ce cadre-là, effectivement, qu'on a besoin de produire des capteurs. Donc, c'est du hardware. Et donc, ces capteurs, aujourd'hui, sont fabriqués principalement à base de PCB qui viennent de Chine. Donc, le cadre, effectivement, de cet appel à projet, c'est effectivement de nous permettre de relocaliser cette production et d'avoir cette production qui puisse être faite ici. Donc, si tu veux passer au slide suivant. Oui. Voilà, donc le projet, c'est vraiment la relocalisation de cette fabrication. On a aujourd'hui donc des besoins concrets, hein, donc ça peut être soit de l'inventaire automatique dans le domaine de l'industrie, pour l'industrie 4.0, donc dans un milieu industriel, soit dans le domaine du retail, avec des gens comme Sephora par exemple. Et donc le point commun, c'est ça, c'est qu'on a ces capteurs qui doivent donc être déployés typiquement en Europe, dans des usines ou dans des commerces, et qui aujourd'hui viennent principalement d'Asie, même si on fait la phase d'assemblage en France. Donc l'idée effectivement de ce projet, c'est de rapatrier cette production, d'utiliser donc des moyens locaux. Donc on travaille aussi avec des entreprises de la région, hein, très clairement. On ne va pas faire 100% des composants, mais on travaille avec des entreprises de la région pour sourcer les parties dont on a besoin et donc être capable ici à Meyreuil d'avoir cette unité de production. Donc on vise vraiment ça, de relocaliser la production de nos capteurs ici sur Meyreuil et pour adresser donc ces différents marchés. Donc on est vraiment d'un côté dans le milieu de la microélectronique puisqu'on a des composants électroniques évidemment, et dans l'IoT puisqu'à la fin ce sont des capteurs qui vont être intégrés dans des étagères. D'accord. Il y a concernant ce projet, il y a donc des bonnes perspectives en termes de création d'emplois. Tout à fait, oui, tout à fait, puisqu'effectivement la relocalisation, le fait effectivement d'avoir une ligne pilote ici d'assemblage de nos capteurs, on pense créer entre 5 et 10 emplois effectivement sur Meyreuil. D'accord. Sur quelle échéance Donc là, on est en phase de création, donc on pense que ce sera sur 2023. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Romain. N'hésitez pas à poser vos questions encore une fois dans le module questions que vous voyez dans votre menu GoToWebinar. Vous pouvez les poser donc aux personnes qui sont intervenues jusqu'à présent, comme Romain par exemple. Et puis je vais passer la parole à Philippe Marie de ICREP, hein, Merci. qui est membre SCS et qui est donc distributeur de mémoire DRAM qui sont intégrables à des circuits électroniques qui peuvent bien sûr être basés sur un cœur ARM, on va le voir juste après. Peut-être que vous pouvez en dire quelques mots sur votre activité de distributeur et surtout votre fabricant de DRAM, en quoi elles sont pertinentes par rapport à nos auditeurs, hein, nos participants aujourd'hui. D'accord, donc oui, effectivement, ICREP fait partie du pôle LCS, et puis l'activité d'ICREP, c'est de représenter et de distribuer des fabricants de composants et de solutions électroniques. Et je profite de ce webinaire avec ARM pour mettre en lumière notre fabricant de mémoire DRAM qui s'appelle Peacemakers, qui est un fabricant taïwanais qui a été fondé en 2006.
et qui est un fabricant fabless, comme beaucoup de fabricants de semi-conducteurs peuvent l'être, mais qui conçoit ses propres puces et donc qui a une maîtrise importante des technologies des mémoires DRAM. Peacemaker s'adresse les marchés du consumer, de l'industriel, de l'automobile, via l'intermédiaire de 3 grandes familles que vous pouvez voir sur ce slide, dont la première, on peut appeler ça la famille Legacy, qui regroupe les technologies de SDRAM, DDR, DDR2. Peacemakers va assurer un support à long terme pour ce type de mémoire qui est souvent utilisé dans les applications industrielles et dont donc, les clients ont besoin de pouvoir retrouver ces mémoires sur le long terme. Ensuite, la deuxième famille est plutôt la famille type mainstream, donc qui regroupe aujourd'hui les technologies DDR3 et DDR4 et qui vont permettre de d'obtenir une maîtrise de coût et un volume de production important. Et puis pour les designs les plus exigeants qui vont avoir besoin de fortes bandes passantes et de latence réduite, Peacemakers est aussi innovateur dans des technologies qui permettent de réduire ou d'augmenter, de réduire la latence et d'augmenter la bande passante avec des mémoires type HBLL que vous avez sur la troisième famille. Ce qu'on peut voir, c'est que les mémoires sont disponibles de façon discrète, donc c'est-à-dire en boîtier ou forme KGD, et c'est là où ça recoupe avec ARM, c'est-à-dire que pour les participants d'aujourd'hui qui vont dans l'objectif de créer leur propre circuit à base d'une IP ARM, ils vont se poser la question de comment faire tourner leur cœur de processeur avec de la mémoire. Et une des solutions, c'est d'intégrer cette mémoire dans le même boîtier que leur propre circuit. Et c'est vrai que Peacemakers aujourd'hui est très aguerri dans ce type de mémoire en format KGD parce que c'est comme ça qu'ils ont démarré leur activité en 2006 et ils ont beaucoup travaillé et continuent à beaucoup travailler avec les chipmakers asiatiques puisque c'est effectivement leur terrain initial de prospection et de travail. Vous avez ici effectivement le deuxième slide qui résume le portefeuille produit de Peacemakers avec les différentes densités qui sont disponibles pour chacune des technologies. Donc on voit que toutes les technologies sont disponibles en KGD, c'est la spécialité de Peacemakers, et aussi une grande partie d'entre elles est disponible en boîtier, ce qui peut être aussi intéressant pour les gens qui assistent au webinaire, parce que à un moment donné, quand on crée un circuit aussi, on a besoin soit de le monter, faire des cartes d'évaluation, ou de proposer des mémoires qui sont qualifiées à leurs propres clients. Et c'est toujours intéressant d'avoir une source supplémentaire en plus des géants de la mémoire que tout le monde connaît. Donc s'il y a des gens intéressés, effectivement vous avez aujourd'hui à droite les contacts mon contact et mes coordonnées pour pouvoir rentrer en discussion, que ce soit au moment de la conception de votre circuit intégré ou ultérieurement s'il y a besoin. Voilà. Ok, merci beaucoup Philippe. Mais de rien. Donc, je vais passer la parole à Dia Soubra, donc directeur du segment stratégie chez ARM. Peut-être que je vais vous mettre aussi présentateur, si vous le voulez bien. Oui, Dia. merci beaucoup. Comme ça, je peux présenter mon écran. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, je me présente rapidement. Après, je coupe la vidéo. Comme ça, on a l'écran. Je suis Dia Soubra, plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie, les dernières 8 chez ARM, focalisé sur tout ce qui est embarqué. Et aujourd'hui, avec Blaise, on va essayer de présenter une offre intéressante pour les startups. Et on remercie le pôle SES pour l'invitation. D'accord? Donc, effectivement, Blaise, je ne l'ai pas annoncé, qui est directeur des Field Application Engineer chez ARM également, qui va co-présenter, également répondre à vos questions. Et on les remercie aussi de parler en français, notamment pour Dia, je crois, puisque ça n'a pas été facile, mais ils ont, ARM a identifié des French-speaking speakers, et ça, c'est quand même très appréciable. Bon, j'imagine que la grande majorité des participants
parle anglais, mais c'est enfin voilà, en webinaire comme ça, c'est beaucoup plus facile. Donc encore une fois, merci mille fois de switcher de votre langue peut-être naturelle et peut-être maternelle au français, et vos félicitations également pour le niveau de français qui est remarquable. Ah bon, merci beaucoup. Bah, ouais, en français, ça va marcher très bien. D'accord, c'est parti. Dans l'intérêt du temps, on va essayer de faire ça en 20 minutes. Comme ça, on laisse beaucoup de temps pour les questions, Ok. qui sera beaucoup plus intéressant que la présentation lui-même, je suppose. D'accord. Ça, je vais présenter. Hop. Voilà. Est-ce que tout le monde voit? C'est parfait. D'accord. Oui, on voit très bien. Parfait. Alors, c'est très facile. On va démarrer juste avec quelques slides pour décrire l'opportunité et la position de ARM. Et après, le parcours d'un startup vu par ARM. Et finalement, la chose intéressante qui est cette offre de ARM Flexible Access pour les startups. Alors, on démarre par l'opportunité. Je pense, je n'ai pas besoin de passer beaucoup de temps sur le sujet parce que dans le média partout aujourd'hui, tout ce qu'on voit, c'est les articles qui décrivent comment l'intelligence artificielle est utilisée dans tous les domaines. Aujourd'hui, ça sera très difficile à trouver quelques domaines où il n'y a pas déjà quelque chose relié à intelligence artificielle ou machine learning, ML, comme on dit plus souvent. Alors, je pense que ça, c'est maintenant très courant et c'est juste honnêtement la question de à quelle vitesse les sociétés vont déployer ce type de technologie. Alors, pour nous et pour vous, en fait, c'est une très bonne chose parce que quand on la map sur ce qui se passe dans le marché, on trouve des chiffres super intéressants. Par exemple, ce qu'on appelle, nous, les processeurs pour les ML dans le marché, les chiffres vont passer de 1 milliard à 23 milliards. Et c'est pas 10%, 20%, c'est 20 fois. Et on voit que le marché va augmenter fois 5. Alors, toujours, ça, c'est pas des petits chiffres. Normalement, le marché va augmenter 10, 15, ça sera phénoménal. Mais là, on est en train de parler d'un facteur de 5 et ça, c'est énorme. Alors, opportunité, il y en a d'opportunités. Ça, c'est pas la chose qui manque. Évidemment, chez nous, chez ARM, on a tout ce qu'il faut pour tous les marchés. Et la façon qu'on voit le monde avec tout ce qui est IoT, c'est il y a les gadgets, on va dire, dans la maison, il y a les boîtiers dans l'usine, et évidemment, il y a tout ce qui passe dans le serveur. Et aujourd'hui, on peut choisir quel marché on va aller prendre. Et peu importe le choix, chez ARM, on a ce qu'il faut. Et c'est juste la façon qu'on découpe les choses. Et si on regarde comment ça se présente, ce qu'on voit toujours et ce qu'on propose chez ARM, qu'il y aura jamais un seul produit qui va répondre à tous les besoins. Et c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps. Et on sait très bien que pour le ML, le machine learning, ça sera pareil. Et il faut tout un groupe de produits différents dédiés pour chaque marché, parce que c'est comme ça marche. Et c'est pour ça on voit que l'opportunité est réelle, parce que là, c'est le moment où beaucoup de gens vont venir pour dire, OK, je prends ce marché-là, et pour ce marché-là, il faut un chip de ce type. Et quand on regarde l'application pour tout ce qui est ML, on voit qu'aujourd'hui, oui, c'est vrai, on peut faire beaucoup de choses avec ce qui existe aujourd'hui avec ARM, avec les Cortex-M, qui est les processeurs, nous on les appelle les petits, mais après, quand on augmente ce qu'on veut faire
avec l'intelligence artificielle. On découvre rapidement qu'il faut commencer à ajouter quelque chose parce que là, le niveau de performance va augmenter et on continue à faire ça jusqu'à le point où j'ai, par exemple, des vidéos et je suis en train de détecter qui marche dans la pièce, précisément quelle personne et tout ça. Et à ce moment-là, il nous faut beaucoup plus de puissance. Mais il y a tout ce qu'il faut pour répondre à chaque application spécifiquement. Et si on focalise juste sur ce qu'on appelle nous le endpoint, c'est le device qui va être, par exemple, dans la maison intelligente. Et la raison qu'on focalise sur ça, c'est normalement parce que les Cortex-M, on est arrivé au point où je pense l'année dernière, les partenaires de ARM, ils ont livré entre 10 et 15 milliards de chips avec des Cortex-M dedans. Et c'est pour ça, on suppose que la majorité va être dans ce groupe. Parce qu'en fait, quand on va de la maison intelligente vers le serveur, les quantités des chips vont changer. Alors, ce qu'on voit en train de se passer aujourd'hui, c'est avec Cortex-M, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire de machine learning, de signal processing, et les gens, ils sont en train de shipper beaucoup de produits comme ça. Mais on commence à aussi voir que pour des choses dédiées, il faut maintenant commencer à accélérer spécifiquement tout ce qui est relié à machine learning. Et pour ça, évidemment, il y a l'autre offre qui est les network processors. Et cette année, on va avoir beaucoup de clients qui vont présenter dans le marché des combinaisons de Cortex-M et le network processor qui va faire plus d'accélération et qui fait qu'on peut toucher beaucoup plus des applications. Et encore une fois, les chiffres qu'on est en train de parler, c'est des milliards. Et tout ça, c'est des informations publiques et on voit aucun ralentissement. Pour le marché semi-conducteur, je pense que la projection, c'est encore plus 11% en général pour l'année 22. Alors, la chose intéressante, la façon que chez ARM, quand on voit le parcours d'un startup, c'est les étapes présentées ici. Et ce qu'on a essayé de résoudre de la façon que nous, on voit les choses, c'était comment permettre à quelqu'un d'aller jusqu'au point de faire un chip sans débourser du cash. Parce que normalement, c'est ça qui va tout bloquer. Il faut aller chercher quelqu'un qui doit investir pour faire le chip. Ça prend un an peut-être et c'est pas facile, comme tout le monde sait. Alors, on a mis en place ce programme qui s'appelle ARM Flexible Access for Startups, qui essaye de résoudre ce problème. Et normalement, si on avait un chip dans la main, on peut aller chez quelqu'un pour dire, bah voilà, on a ce produit, voilà le marché, est-ce qu'on peut avoir un investissement? Et on suppose que peut-être ça va changer comment les gens, combien des gens peuvent démarrer dans ce business qui est en pleine croissance. Alors, si on présente un tout petit peu qu'est-ce que c'est ARM Flexible Access. Je pense que le nom, il est censé tout dire. Flexible Access, ça veut dire l'accès flexible. On veut que tout le monde vienne et faire des produits pour adresser tous les marchés. Ce programme, il est dédié à ce qu'on appelle, nous, les early stage startups. C'est des sociétés qui démarrent, qui pensent, ils ont des idées de marché, ils vont faire un chip, ils n'ont pas encore tout le funding. Et ce qu'on fait avec ce programme, c'est on dit, bah voilà, accès à toute l'intellectual property de ARM, ça veut dire tous les produits de ARM, toutes les tools, sans aucun coût. Et évidemment, c'est pas super facile de faire un chip. Alors, il y a tout ce qu'il faut pour le support et la formation pour réussir à faire le chip. Et le programme, il est là depuis longtemps maintenant. Il y en a plus maintenant de 40 startups qui sont dans le programme et on ajoute beaucoup chaque année. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour dire,
C'est disponible pour tout le monde. Si quelqu'un a des idées, il ne faut pas hésiter parce qu'il n'y a pas de coût associé au programme. On a dans le programme le IP de toutes les CPU, tous les processeurs. J'ai montré le chemin, le diagramme où on a dit, bah voilà, ça peut être quelque chose avec un peu de performance, ça peut être quelque chose avec beaucoup de complexité. On a mis le IP pour tout. On a mis tous les outils et les modèles, parce que pour faire le chip, parfois, il faut simuler le chip avant de la faire. On a mis les outils, les modèles, et on a aussi inclus le support pour qu'on peut avancer avec ça. Et je vais vous montrer. Voilà. Et normalement, pour les sociétés qui sont en business déjà, et ils peuvent joindre ce programme et il y a juste un montant à payer chaque année pour participer au programme qui les donne accès à un peu plus des choses. Mais pour les startups qui qualifient pour joindre le programme, il n'y a pas de coût. C'est pour ça qu'on a dit c'est 0 pour les startups qui sont dans ce profil-là. Et je pense que tout le monde normalement sera intéressé pour dire oui, c'est facile, pour dire on offre toute l'IP, mais qu'est-ce qu'il est vraiment dans le package ou dans l'offre? Alors, on a listé sur ce slide toutes les IP de chez ARM qui sont dans le package. Ça veut dire un startup qui qualifie pour ce programme quand l'application est acceptée, qui est dans la majorité des cas, on aura accès à tous ces produits de ARM. On peut télécharger, construire un chip avec, la fabriquer et aller, par exemple, chercher plus d'investissement. Et ça, quand on regarde, c'est toute la portfolio de produits de ARM, sauf toutes les super hautes gammes processeurs, par exemple, pour les téléphones mobiles. D'accord? Et ça veut dire on peut tout faire. Ça inclut même les network processors que j'ai parlé. Ça inclut les GPU, parce qu'il y a des gens qui veulent faire l'intelligence artificielle sur des GPU et pas de CPU et pas de MPU. Alors, on a tout mis. On a même aussi tous les designs déjà faits. Nous, on les appelle des Core Stone, mais ça, par exemple, le Core Stone 300, c'est un design déjà fait avec un CPU, le MPU, le mémoire, le périphérique, tout. On peut prendre ça, démarrer par ça, qui va accélérer encore plus le processus de faire un chip. Il y a tous les produits existants de chez ARM depuis quelques années, comme les Cortex M0 et le Cortex M3. Mais il y a aussi tous les produits totalement neufs, par exemple Cortex M55, qui a dedans tout le nouveau système de vector processing pour tout ce qui est machine learning. Il était sorti l'année dernière, il est déjà dans le package. Ça veut dire on peut faire des chips avec la dernière technologie de chez ARM, avec ce programme, sans coût. Et avec, j'ai parlé un peu de support, de modèle, de training. En fait, inclus dans le package, il y a ce qu'on appelle, nous, Hardware Success Kit et Software Success Kit. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout ce qu'il faut pour réussir le design de chip et tout ce qu'il faut pour écrire de software pour ce chip. Parce qu'aujourd'hui, c'est très peu des gens qui peuvent ou qui acceptent juste acheter un chip comme ça. Il attend toujours d'avoir le software qui va avec. Alors, dans le package, on inclut les deux et on les appelle des success kits, les kits de réussite, parce que on souhaite que celui qui investit l'effort pour faire ça, qu'il réussit évidemment, parce que c'est ça l'intérêt d'avoir le chip que le marché a besoin pour faire toutes ces choses magnifiques. En plus, il y a tous les documents, si quelqu'un veut supporter lui-même. On a la meilleure équipe de support au monde
IP. Et les clients disent ça publiquement. Et Blaise, il est là aujourd'hui comme représentant de cette équipe magnifique. Et on offre aussi d'autres façons de support. Par exemple, le chip est fini. Avant de démarrer la fabrication, on peut faire un design review. Ça veut dire c'est quelqu'un de chez ARM qui va venir, qui va regarder ce design et vous dire oui, c'est correct, vous avez rien oublié ou peut-être vous avez oublié quelque chose. Ça, c'est comme un dernier check avant que le chip va à l'usine. Pour le support, il y a maintenant deux systèmes de support. Il y a tout ce qui est vidéo. On a besoin de personne, on fait login, on peut regarder toutes les formations. Ou on peut avoir aussi quelqu'un de chez ARM qui va venir en personne, faire la formation et répondre aux questions. Et il ne faut pas oublier aussi que pour faire un chip, il faut tout un écosystème autour, des outils, de soft, il y a l'usine, les fabrications, et il y a les gens qui vont prendre le chip et faire une carte, et tout ça, tout ça. Et chez ARM, on a arrêté de publier le chiffre, mais il y a à peu près plus de 1000 sociétés minimum qui sont là avec des produits autour des produits de ARM. Ça veut dire si on veut faire une carte avec un chip ARM, il y en a beaucoup de sociétés qui sont prêtes, déjà experts pour faire des choses comme ça. Si on a besoin d'un stack de software pour le chip qu'on a fait, il y a déjà en offre des centaines de personnes, des sociétés qui ont déjà ça. C'est juste pour dire que c'est pas fait dans le vide, c'est tout un écosystème énorme dans le marché qui donne ARM un avantage à tout le monde qui fait des designs de chips avec les produits de ARM. Et pour donner l'exemple, voilà deux sociétés start-up qui étaient dans le programme et ils ont réussi à avoir leur investissement pour pouvoir continuer. C'est des startups, ils signent pour ARM Flexible Access, il n'y a rien à payer, ils ont réussi à faire leur chip, ils ont pris le chip, ils ont fait leur investissement. C'est juste pour dire que ce n'est pas des slides, c'est des vrais programmes, des vrais chips, des vrais startups et de vraies histoires de succès. Et Dia, excuse-moi, juste une petite question. Elles sont basées où, ces deux startups là, Atmosic et Halo, justement, tu le sais ou? Atmos, en fait, je sais pas, mais je peux trouver tout de suite et répondre aux questions pendant les questions. D'accord, ok. Halo est basé en Israël, en fait. D'accord. Atmosic, je ne sais pas. Ok, merci Blaise. Je vais le sortir tout de suite, mais c'est sûr que c'est pas basé en Chine, c'est quelque part en dehors de la Chine. Non, ça, cette partie-là, je sais très bien. Alors, à la fin, évidemment, après la présentation, on va partager tout ça. Il y a les liens. Il y a toutes sortes d'informations pour savoir plus sur le programme. Il y a le mail du responsable. Moi, je suis là, Blaise est là. On sera ravis à répondre à vos questions maintenant et n'importe quand plus tard, quand vous regardez les possibilités de qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Ok, merci beaucoup. Et avec ça, on peut ouvrir pour des questions, si vous voulez. Ouais. Il y en a déjà, tout à fait. Ok. Donc merci, il y a Gérard qui répond. Atmosic est basé en Californie. Merci Gérard. N'hésite pas à poser aussi d'ailleurs des questions, Gérard, sur peut-être les interventions d'ailleurs, pourquoi pas de Romain, de Blaise ou de Dia. Alors une première question pour vous, Dia. Quels sont les foundries ciblés avec ces IP, notamment les IP mémoire ou standard cells, etc. Quels sont les foundries ciblés? Très bonne question. Si je retourne à ce slide, ok, on va dire, mon écran est toujours partagé. Chez ARM, on a l'accès
pour toutes les librairies pour faire fabriquer le chip. Et là, il y a la liste, évidemment, TSMC pour tout le monde, dans des nodes différents. Et normalement, il y a toutes les foundries, parce que partie de ces 1000 sociétés qui sont l'écosystème de ARM, on est partenaire et on travaille avec toutes les foundries, Global Foundry, TSMC, SMIC, tous ces gens-là, de style que où on a les librairies qu'ils ont acceptées par ces foundries, ou le foundry a déjà les librairies nécessaires pour ARM. Alors, ça marche dans les deux sens, de style, si quelqu'un dit, OK, je veux faire ce design avec Global Foundries, s'il va chez Global Foundries, il dit, je suis en train de faire un contexte M55, là, ils vont dire, OK, on a les librairies qui est pour 40 nano, 22 ou 14, ou des choses comme ça, qui fait que ça enlève la nécessité de payer quelqu'un de fabriquer des librairies pour ce node, pour ce foundry. Alors ça c'est déjà un grand point de force de chez ARM, que toutes les foundries sont prêtes déjà pour les IP ARM. Ok. Merci. Une autre question, tu as dit, je crois, vous avez dit, excusez-moi, je ne sais plus si je tutoie ou je vous vois, excusez-moi. Donc, Dia, ouais, vous avez dit combien de startups en France, non, vous aviez dit que je crois que c'était 40 startups oui. Ont bénéficié de ce programme depuis sa création en avril 2020. Oui, exact, Hein, exact. J'imagine que, est-ce que la pandémie, qui est finalement la date de cette création de ce programme, a bouleversé les choses, a freiné le développement de ce programme ou pas spécialement? Non, en fait, pas spécialement. Ce qu'on découvre, c'est une question de est-ce que les gens savent que ça existe? Et on a fait des tests avec ça. Si on fait des pubs sur les sites web des marchés électroniques, on a beaucoup de startups qui viennent. Si on arrête la publicité, il n'y a rien. Et c'est pour ça, c'est magnifique d'avoir l'opportunité de présenter ça, parce qu'en fait, on découvre, il n'y a personne qui est assis chez lui en disant, oh, OK, est-ce que ça existe un programme où je peux avoir l'accès gratuit? Les gens, ils disent, non, gratuit, c'est jamais possible. Et c'est pour ça qu'on essaye de faire le maximum des communications avec tout le monde pour dire, mais écoutez, oui, ça existe. Vous avez qu'à cliquer, remplir le nom et on a accès à tout. D'accord. Et sur les 40 startups qui en ont bénéficié aujourd'hui, il y en a combien en Europe, vous le savez? Comme ça, non, en fait, je ne sais pas. Non. Je peux trouver, mais en fait, je ne sais pas, non. D'accord. Et est-ce que vous connaissez aussi peut-être les marchés ou les domaines d'application de ces startups? Vous avez des statistiques par rapport à ça? De spécifique, non, mais il n'y a pas je peux dire, les 40, ils ne sont pas dans un seul domaine, c'est partout, parce qu'en fait, les marchés sont tellement larges qu'il y a place pour tout le monde. C'est juste pour dire, non, c'est pas les 40 qui essayent de faire le même produit pour le même marché. En fait, non, ils font beaucoup de choses différentes. Mais j'ai pas les statistiques précises qui fait quoi, pourquoi. D'accord. Est-ce que Romain, peut-être que tu veux poser une question ou Philippe, vous voulez peut-être poser aussi une question à Dia, ou alors les participants, vous voulez peut-être poser la question à Romain et Philippe, qui peuvent peut-être ouvrir leur caméra également d'ailleurs. Hein, on est là. voilà, merci. Est-ce que vous avez une question à poser à Dia ou Blaise? Non, enfin moi la question sur laquelle les gens se posaient, la personne se posait au niveau des fondeurs, d'une manière générale, enfin c'est peut-être Blaise et Dia va peut-être me contredire ou enfin me reprendre, mais en général c'est excessivement difficile d'accéder par exemple à un TSMC. Le TSMC n'est pas ouvert
à n'importe qui ou que très gros clients. Et en général, il faut passer par d'autres intermédiaires, des sociétés qui vont accompagner le porteur de projet sur sa conception de chip. Et si c'est le cas, en tout cas, aujourd'hui, nous, ICREP, représentons un fabricant de mémoire, mais on a aussi un autre fabricant qui s'appelle Megachip, qui a ces capacités d'accompagner les gens qui fabriquent des chips et qui pourrait être tripartite entre ARM, Megachip, le fondeur, nous s'il y a des mémoires. Enfin voilà, on a aussi un autre acteur qui, en termes de conception de circuits numériques, pour lequel c'est vraiment de la ZIC numérique, peut être aussi susceptible d'intéresser les gens qui participent à ce webinaire parce qu'ils vont apporter des solutions pour finaliser la conception du circuit intégré et surtout aussi aller négocier avec les fondeurs qui sont parfois des partenaires enfin un peu plus exigeants que n'importe qui, quoi. Oui, oui, en fait, tout à fait, c'est correct. Normalement, il y a un broker de style, on ne va pas appeler TSMC pour dire je veux fabriquer ce chip parce que ça va aller nulle part. Et c'est la même pour toutes les foundries. Okay? Normalement, il y a un broker comme dans beaucoup de business. Et en fait, ça, c'est une très bonne chose parce que ça réduit les coûts énormément. Parce qu'un broker, il va mettre plusieurs designs sur un seul wafer qui va réduire le coût pour tout le monde. Et on a des études, on a des white papers sur le site web de ARM qui expliquent comment ça fonctionne. Mais en fait, c'est la façon que le business tourne. Et on a beaucoup de discussions sur oui, mais les petites sociétés, les startups ne peuvent pas avoir accès à TSMC. Et la réponse, en fait, c'est très facile. Il ne faut pas s'adresser au TSMC, il faut adresser au broker. Et c'est son business, c'est son job de faire fabriquer le chip. C'est comme ça, c'est leur business. Et en fait, on peut toujours faire fabriquer un chip, mais il faut adresser à la bonne porte, en fait. Alors c'est ce type de... Pardon, excuse-moi, Blaise. Vas-y, pas de problème. C'est ce type de broker, enfin de société que l'on a avec cette société japonaise qui s'appelle Megachip, qui doit pouvoir permettre de prendre en charge un design et d'accompagner le porteur de projet là où ses moyens et ses ressources ne sont plus, quoi, que ce soit de la partie design ou la partie fabrication. Ouais. Blaise. Oui, je voulais juste apporter un détail sur les fonderies qui étaient ciblées avec nos IP, en reprenant un petit peu la partie plus technique, on va dire, implémentation physique, où nos IP ne sont pas ciblés pour des fonderies ou des process spécifiques, à savoir que quand vous accédez à un CPU, à un NPU ou d'autres périphériques, on vous livre des fichiers sous forme RTL, donc sous forme Verilog, que vous pouvez implémenter sur toutes les process, technologies, fonderies que vous choisissez. Donc, même si on a une liste dans le programme Flexible Access avec des packages spécifiques à certains CPU et à certaines fonderies pour optimiser la performance ou la consommation, il faut savoir que ce à quoi vous avez accès, c'est au code source des IP en RTL et que vous pouvez les implémenter derrière, aussi bien sur TSMC que sur toutes les autres fonderies auxquelles vous avez accès, mais également même sur FPGA. Hein, pour faire du prototypage, c'est absolument possible, vu qu'encore une fois, on vous donne les codes sources des CPU dans le Flexible Access. Donc ça, c'était un petit peu la partie technique que je voulais clarifier. Ce ne sont pas des hard macros qui auraient déjà été instanciés pour des fonderies et des process donnés. C'est du source et vous pouvez les implémenter. Ce qu'on ajoute avec Corestone, comme l'avait décrit Dia, ce sont des sous-ensembles déjà pré-assemblés où le CPU, le contrôleur mémoire, le NPU, le GPU sont déjà assemblés dans un sous-ensemble, on va dire, ou un subsystème, comme on aime l'appeler chez ARM, que vous pouvez ensuite étendre à vos propres IP pour faire votre système on-chip, pour vous permettre d'aller plus loin. Parce que finalement, interconnecter un CPU avec un GPU, avec un accélérateur, un contrôleur mémoire, finalement, tout le monde fait la même chose pour ce noyau-là. Donc, on a des sous-systèmes qu'on appelle Corestone
où vous aurez par exemple Corestone 300, vous avez déjà un sous-système avec Cortex M55, avec la crypto, avec tout ce qui va autour pour pouvoir vous déjà avoir on va dire les fondations d'un système. Voilà, c'était ma petite clarification technique. Merci Blaise. Oui, pardon, vas-y Romain, tu voulais ajouter Je quelque voulais chose? juste poser une question à Dia et Blaise, effectivement, sur le programme là, que je trouve très intéressant, le programme de ARM en direction des startups. Est-ce qu'il s'adresse uniquement donc, aux startups qui vont designer elles-mêmes leur silicium, ou est-ce qu'il peut s'adresser à des sociétés qui vont être utilisatrices de chips et qui vont faire designer à des design house leurs produits? Vous voyez ce que Excellente je veux dire? question. Dia, je te laisse répondre. C'est ouvert à tout le monde. On avait des grosses sociétés qui ne fabriquent pas le chip eux-mêmes. Ils vont demander à quelqu'un de le faire, y joindre. Et comme ça, ils ont accès. On a aussi un programme où les design house, ils ont accès pour pouvoir tout faire en avance. Et comme ça, si moi je viens pour dire je veux un chip un peu comme ça, le design house, il sait déjà tout parce qu'il a accès à tout. Et ARM Flexible Access, c'est disponible pour tout le monde. Et là, c'est la partie startup. Alors, si j'ai une grande société avec un chiffre d'affaires et tout ça, ils ne vont pas bénéficier eux-mêmes de le coût zéro. Mais si une grande société va demander à un startup d'aller faire un chip en lui disant voilà, fait comme ça, la startup peut venir chez ARM, coût zéro, prendre tout et faire le chip et après avoir l'investissement. C'est juste comment c'est présenté. D'accord, je comprends. Parfait. Okay, merci. Alors, une question peut-être à Philippe Marie. Voilà, il y a une autre question derrière, donc une réponse courte, s'il vous plaît. Vous utilisez aussi des sous-traitants de tests et de packaging spécifiques ou pas? Alors, par exemple, 3D packaging. on n'en a pas nous, mais si la personne qui pose la question fait référence à Megachip, oui, ils vont aller jusqu'à la livraison complète du chip encapsulé, enfin dans le boîtier. Donc ça comprend la partie test et packaging dans l'offre qu'ils peuvent offrir. Ouais. D'accord, ok, merci. Une autre question d'un expert sécurité de l'écosystème SCS, je ne peux pas dire son nom, mais qui s'adresse à Dia et à Blaise d'ailleurs, qui vous remercie pour la qualité de la présentation. Et la question, alors, est-ce que toutes les solutions de sécurité sont disponibles dans le programme, par exemple TrustZone, SecureCore, etc. Est-ce que les solutions de sécurité sont disponibles dans ce programme? Je vais regarder tout de suite. Je pense que les SecureCore, ils sont il y a pas plusieurs dans le... facettes. En fait, il y a plusieurs facettes à cet aspect des choses. Dia. Il y a l'aspect sécuritaire au niveau du CPU où TrustZone fait partie de l'architecture du CPU. Donc oui, TrustZone fait partie de l'offre. Si la question est sur l'extension de ces features de sécurité au système, Corestone tient compte également de ces extensions de sécurité pour étendre les signaux de sécurité à tout le sous-système et le système derrière. On a également des extensions de sécurité dans certains CPU avec de la crypto, et tout ça est encore une fois inclus dans les produits. Maintenant, il y a sécurité en termes de comment je protège mes données dans mon système, et la crypto qui est un autre aspect des choses. Donc, je ne sais pas si la question est spécifique là-dessus ou plus générale. Dia, peut-être que tu veux compléter ma réponse. En fait, je peux aussi ajouter, on a les produits SecureCore qui ne sont pas dans le Flexible Access par le fait que c'est des SecureCore. On ne peut pas les mettre en public. Qui sont ciblés pour le marché de la smart card, on va dire. D'accord. Voilà. En fait, les produits SecureCore sont traités différemment. Il faut signer d'autres documents. Il faut un Secure Room, un Secure Lab, toutes ces choses pour les garder secure. Ça, c'est une autre technologie. Mais comme Blaise a dit,
Je peux prendre un Cortex M33, il y a 300 dedans. Je peux prendre le Corestone 300, elle fait 300 sur tout l'ensemble. Alors tout ça, oui, c'est disponible. Et il y a les produits, les Cortex-A, il y a les instructions pour faire la cryptographie dans le CPU, et ça, c'est dans le CPU, parce que là, il n'y a rien de spécial, c'est des instructions. Ok, merci Dia, merci Blaise. Une autre question avec beaucoup de bon sens. Quel est l'avantage pour ARM de proposer ces IP gratuitement? Finalement, quel est le retour sur investissement attendu par ARM derrière? Ah, ok, ça, excellente question. Tout à fait. Ça, c'est pour la parce fois que d'après. la majorité des gens ne savent pas que le business model de ARM, c'est basé sur les royalties. Ça veut dire, payer en licence, c'est génial, mais c'est pas ça le business. Le business, c'est quand les gens ship. Alors, quand j'ai dit l'année dernière, il y a à peu près 27 milliards de composants qui étaient livrés par les partenaires et clients de ARM. Il faut juste imaginer que ARM, elle touche un royalty sur chacun de ces composants. Alors, notre intérêt, c'est que tout le monde fait des chips et que les gens arrivent à livrer des produits. C'est pour ça qu'on a à peu près 1500 ingénieurs qui font que du software qui est mis dans open source. Parce que juste faire un chip, c'est pas grand chose. C'est super difficile, mais il va pas être déployé. Et il faut qu'on arrive à faire tout le système, que quelqu'un peut l'installer, que ça sera dans la maison, dans l'usine. Alors, on investit massivement pour que tous nos clients réussissent à vendre et installer. Par exemple, un startup qui fait un chip, qui a l'investissement, mais il n'arrive pas à vendre, ça ne fait pas grand-chose. Il a eu l'investissement, il a fait l'effort et c'était douloureux, mais s'il n'arrive pas à vendre et installer, ça fait pas grand-chose. Alors, c'est pour ça, dans le package, on va tout faire pour qu'il réussisse à vendre et déployer dans le marché. On veut qu'il ship des millions, des milliards de chips. C'est ça l'intérêt business de ARM. Ok, merci pour la réponse franche. Merci beaucoup. Allez, petite dernière question, même si on a dépassé le timing. Par rapport à peut-être cette pénurie de semi-conducteurs mondiale qui a paralysé des usines, qui a freiné la production, la livraison d'iPhone, de voitures, d'avions que vous avez tous connus. Peut-être quel est votre sentiment? Est-ce que vous l'avez vécu de près au sein de votre propre structure? Si oui, comment vous avez trouvé une solution, contourné le problème? Votre avis sur cette pénurie mondiale qui a vraiment révolutionné la filière? Peut-être Romain, peut-être d'abord? Oui, je peux peut-être répondre effectivement pour le 4 centilogue. Donc effectivement pour le 4 centilogue, donc on a des capteurs IoT effectivement qui embarquent un certain nombre de composants. On a plus de 200 références sur nos cartes électroniques. Donc on est clairement impacté par ça. Aujourd'hui, quand on demande de l'assemblage de cartes et de l'approvisionnement de composants, on est sur des délais très très longs. Les derniers devis qu'on a réalisés la semaine dernière font état de 44 semaines d'approvisionnement pour les composants les plus critiques. Donc ça veut dire finalement répondre à des appels d'offres maintenant pour des livraisons dans un an, ce qui est infernal. Donc les solutions, c'est comme tout le monde, effectivement, on se tourne vers les brokers, on se trouve vers des petits stocks qui sont par-ci par-là. Donc c'est pas mal de débrouillardise et surtout de la planification, quoi. Je pense que si on arrive à planifier aujourd'hui, on a contacté en direct certains fabricants de composants, si on arrive à planifier correctement les quantités annoncées, on peut réduire, je pense, ces 44 semaines à un trimestre, quelque chose comme ça, dans lesquels les plus favorables. Ok, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Dia, est-ce que vous avez un avis, ou Blaise, côté ARM? Oui, en fait, pour l'industrie, c'est une très bonne chose parce que le marché, il s'envole, il y a du demande. Et ce qui est arrivé, c'est comme Romain a dit, c'est un problème de planning. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas planifié en avance.
en supposant, ouais, c'est facile, je commande quand j'ai besoin. Mais il y a tellement de demandes dans le marché que maintenant, quand on commande, il faut attendre 40 semaines et des choses comme ça. Alors, si on avait prévu, il n'y aurait pas de problème. OK, facile à dire. Ça, c'est d'un côté. L'autre côté, comme je dis, ARM, elle fait tout ce qu'il est possible pour que les gens peuvent déployer des produits. Alors là, ce qu'on est en train de faire, c'est toute une couche de software pour permettre aux gens de changer rapidement de style. J'ai fournisseur A, mais lui ne peut pas. Alors, je dois changer pour fournisseur B. À ce moment-là, il faut refaire tout le design. Ça, c'était à l'ancien. Ce qu'on fait maintenant, c'est pour dire, OK, on va avoir cette couche de logiciel. Si on a utilisé des Cortex-M, je peux échanger entre Cortex-M et fournisseur de Cortex-M. J'ai pas besoin de faire 6 mois de refaire le design. Peut-être je dois faire juste quelques semaines de travail. Alors, ça va toujours dans l'optique de qu'est-ce qu'on peut faire chez ARM pour faciliter, pour que les gens peuvent livrer le produit. Ok. Ok. Et Merci moi, beaucoup. je dirais au niveau de, par exemple, Peacemakers, eux, ce qu'ils ont fait, c'est d'essayer de trouver des nouveaux partenaires pour augmenter leur capacité de production. Et ce qui a été fait aujourd'hui, on est sur des lead time, des délais de 6 à 8 semaines sur les DDR3, et c'est extrêmement court par rapport à ce qui peut se faire actuellement. Et nous, en tant qu'ICREP et notre activité de distribution, c'est de faire du stock des fois pour nos propres clients, et ce qui nous permet de leur délivrer les pièces au fur et à mesure de leurs besoins. Alors oui, ça a un coût, mais il vaut peut-être mieux payer un peu plus, mais avoir des disponibilités que d'être complètement dans la possibilité de produire pour les clients. Et puis, on a aussi développé une offre de broking, on en parlait juste un petit peu avant, où avec notre réseau de personnes en Asie, on essaye de chasser les pièces qui peuvent être encore disponibles. Ça, c'est des solutions aussi qu'on propose à nos clients. Donc, du stock, du broking et des augmentations de capacité chez notre fabricant en mémoire en particulier pour atteindre des lead times qui sont beaucoup plus raisonnables que ce qu'on a pu voir. Ok. Merci beaucoup pour votre. On arrive à la fin, on a un petit peu dépassé le timing, mais merci beaucoup pour votre partage d'expertise, votre disponibilité. C'était passionnant. Je rappelle que la présentation sera disponible sur le site du pôle SCS. Le replay de ce webinaire sera également à votre disposition. Dia, Blaise, Romain et Philippe, vous pourrez faire des coupures vidéo sur vos interventions, bien sûr. Voilà. Et puis vous voyez, je ne sais pas si vous voyez à l'écran quelques prochains événements en présentiel. On va essayer de renouer avec le présentiel en 2022. On est content, on croise les doigts parce que rien n'est sûr encore. Il y a des jauges sanitaires dans les lieux qui vont nous accueillir et on basculera en digital au dernier moment s'il le faut. Mais on va quand même essayer de maintenir ça. Alors voilà, une première réunion en février, le 24 à Sophia Antipolis au village Baïséa, l'accélérateur du Crédit Agricole de Sophia Antipolis, autour de nouvelles technologies dont on parle beaucoup, la blockchain, les NFT, le Web 3.0 et des domaines d'application nouveaux, mais qui bouleversent les filières du gaming, du sport, du luxe, de la culture, de l'art, de la création artistique notamment. Et donc, il y aura quelques experts de l'écosystème SCS qui vont partager leur vision sur ces technologies, les fameux principes, bien sûr, des cas d'usage, les premiers cas d'usage, mais aussi les marchés, les perspectives, l'impact carbone aussi de ces nouvelles technologies. Voilà, des nouvelles technologies qui pourraient tout à fait être implémentables dans les produits et services de membres SCS. Le 15 mars, 9 pépites académiques, 9 pépites de l'écosystème SCS, CEA, l'Université Côte d'Azur, les Mines Saint-Etienne, l'Université de Toulon, Aix-Marseille Université, le CNRS, Eurecom et INCREA. 9 pépites vont partager des sujets de recherche en lien avec l'intelligence artificielle, les objets connectés, l'IoT et la cybersécurité et la microélectronique. Donc l'occasion de découvrir qu'est-ce que ces pépites ont à partager avec vous, leurs dernières avancées majeures en termes de recherche, et également des rendez-vous individuels avec ces 8 directeurs de recherche qui seront mis en place l'après-midi après leur présentation, chacune 20 minutes, de leurs innovations respectives. Et puis enfin,
en mars également, le 24 mars a priori dans le 13 dans les Bouches-du-Rhône, une journée en présentiel, une rencontre marché avec le matin de l'expertise, des conférences, des pitch start-up et un showroom, et l'après-midi des rendez-vous aussi, on l'espère encore une fois si le contexte sanitaire le permet, avec les technologies numériques, impact positif pour l'environnement, impact positif pour la transition écologique, pour le plan climat, et notamment un focus sur la décarbonation de l'industrie. Donc là, on attend également des projets phares sur ce sujet qui contribuent encore une fois à la transition écologique, et on est très très content de mettre en avant les membres SIS qui contribuent à cet objectif majeur pour notre planète. Voilà, bah, écoutez, merci encore pour votre partage d'expertise, et puis je vous souhaite à tous une bonne journée et à très bientôt à tous, aux participants comme aux intervenants. À bientôt. Merci. Merci à vous. Merci, au revoir.